Le parti d'Épinay, on en parle régulièrement depuis quelques mois, et de plus en plus on l'estime mort. Beaucoup reprochent à Manuel Valls de l'avoir tué d'un coup sec il y a quelques semaines, en annonçant son ralliement à Emmanuel Macron. En réalité, le congrès d'Épinay s'inscrit dans un processus au long cours, celui de l'union de la gauche qui devait permettre à François Mitterrand de gagner la présidentielle. Une première grande étape fut la création en 65 de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Cette fédération était impulsée par Mitterrand. Elle regroupait les partis de la gauche non communiste. Puis il y eut une deuxième étape majeure, celle du congrès d'Épinay en 71, c'est en juin 71, c'est-à-dire la fusion au sein d'un nouveau parti socialiste de plusieurs entités composant la gauche non communiste des années 60. L'étape suivante a été le programme commun, négocié et signé en juin 72 par le Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti radical, presque un an, jour pour jour après Épinay. Il connaîtra des hauts et des bas et ne sera même pas la base formelle à la victoire de 81. Mais le programme commun a malgré tout eu un grand intérêt. Il a montré à quel point Mitterrand mettait un point d'honneur à nationaliser les grands groupes industriels financiers français. C'était le critère principal, j'exagère si je disais unique, en tout cas le critère le plus visible, de ce que devait être le socialisme au pouvoir, de ce qu'était son identité moderne. Il fallait que la propriété des moyens de production change de main, et quelques semaines après la signature de ce programme commun, Mitterrand disait lui-même, je cite, « Nous serions fous d'abandonner au grand capitalisme le monopole des industries prospères. » Fin de la citation. L'union de la gauche s'est plus ou moins faite en 81, puisqu'au final, Georges Marchais a soutenu François Mitterrand au second tour de la présidentielle. Mitterrand était ainsi devenu le premier président socialiste de la Ve République. Mais l'exercice du pouvoir a connu très vite une épreuve quasi fatale, qui s'est conclue en mars 83 par le fameux tournant de la rigueur. Mitterrand choisira le maintien dans le système monétaire européen, il devra donc réduire les dépenses publiques, réduire l'inflation, renforcer la valeur du franc, etc. Mais les nationalisations avaient été effectuées. On pourra donc sauver la face, au moins temporairement, l'identité socialiste au pouvoir, pouvant ainsi d'une certaine façon, être considéré comme sauvé pour le moment, sauvé malgré l'adversité qui a caractérisé les 2 premières années du premier mandat de François Mitterrand. Mais, à mon sens, le vrai acte des décès du parti d'Épinay date de 1988 et de la fameuse lettre à tous les Français. Mitterrand y annonce formellement qu'il n'y aura ni nationalisation ni privatisation. Or, Épinay et le programme commun avaient établi les nationalisations comme critère premier de l'identité du socialisme au pouvoir. Quand on sait que le gros des nationalisations de 81 avait été défait en 86-88 sous Chirac-Balladur, on voit bien que le nini mitterrandien revenait en réalité à éliminer le critère qui définissait jusqu'ici l'identité socialiste. Mitterrand lui-même revenait ainsi sur ce sujet, je cite, « En 1982, nous avons nationalisé le crédit. Eh bien, à quoi cela nous a-t-il servi? Nous n'avons pas eu 1 gramme de pouvoir de plus pour autant. » Fin de la citation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ce nini a conduit dans la foulée de la deuxième victoire de Mitterrand à un gouvernement d'ouverture sur le centre droit sous la houlette de Michel Rocard. Rocard qui était lui-même historiquement opposé aux nationalisations et promoteur plutôt de l'autogestion. Rocard qui voulait donc agir non pas sur la propriété des entreprises, mais sur le pouvoir de décision dans les entreprises. Dans ce qui précède, je ne porte évidemment pas de jugement de valeur, je ne dis pas ce qui est bien et ce qui est mal, j'essaye juste de synthétiser l'époque et les choix des acteurs impliqués, dans l'espoir que ces épisodes puissent nous éclairer sur notre situation actuelle et celle à venir. Accessoirement, la comparaison avec la situation actuelle est éclairante. François Hollande arrive au pouvoir au travers du discours du Bourget et son fameux « Mon adversaire, c'est la finance », presque un reflet actualisé des privatisations de 81. Sauf que contrairement à Mitterrand, Hollande n'en fera rien. Son règne semble devoir se prolonger en 2017 au travers de Macron et de son ni droite ni gauche. Cette fois-ci, exact reflet du nini mitterrandien de 1988. Si Hollande s'est vu en 2012 en réincarnation actualisée de Mitterrand version 81, Macron, par une sorte de transfert de personnalité de Hollande vers son ancien collaborateur élyséen, serait le reflet du Mitterrand de 88, s'il devait sortir victorieux de la campagne en cours, bien sûr. Au final, on retiendrait que c'est Mitterrand lui-même qui a tué son enfant, Épinay, au travers du nini de 88. L'œuvre de ses successeurs n'a pas été simple. Maintenir en vie une idée souffrante au travers de quelques concrétisations gouvernementales ou de quelques efforts de synthèse lors des congrès du parti. En revanche, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'effort de création originale. La synthèse ne pouvait être considérée comme acte de création. Personne n'a tenté avec succès de traduire le socialisme d'hier dans la vie d'aujourd'hui, comme Mitterrand l'avait fait à la fin des années 60 et au début des années 70. Nous avons tout au plus accompagné le libéralisme par des sortes d'airbags sociaux plus ou moins perceptibles.
Or, un tel accompagnement n'est pas suffisant lorsque l'on sait la puissance de la vague libérale, qui est le premier moteur de la mondialisation. C'est ce travail qui sera à faire dans les années à venir, quelle que soit l'issue de la campagne actuelle. Le voilà le vrai défi. Dépasser l'idéologie d'hier, sortir de l'effort de synthèse, entrer de plein pied dans la création idéologique originale. Une redéfinition de l'identité même de la gauche, rien de moins. Et c'est à la fois accablant et stimulant.